grave, je le montrais dans le je voulais, Ok. non mais je voulais, tu sais, mettre la vignette d'intro plus la musique d'intro en fait au début. Ah ouais, chaud Euh, ça. mais j'ai essayé de lancer la musique, ça a pas l'air de marcher. Peut-être qu'il me manque une source. Enfin bref. Je n'ai plus qu'à sortir mon jus de fruits multivitaminé et on est bon. Ah la chance. Mamma mia, bienvenue dans Catch-Up numéro 65. Catch-Up Pro, bien entendu, votre podcast officiel des cahiers du catch qui vous parle chaque semaine de Monday Night Raw. Aujourd'hui, nous allons parler du Monday Night Raw du 24 juillet. Je suis Hank, bien entendu. Si vous avez regardé l'émission la semaine dernière, vous le savez. Et cette semaine, nous avons un invité très spécial. Nous avons mon Némésis. Nous avons un ennemi en territoire allié. C'est bien entendu Giscal, Mr. Smackdown. Salut Hank, salut tout le monde. Ouais, en effet, je viens en territoire ennemi. J'ai plus l'habitude. Je n'ai pas mes repères. J'espère que ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, il y a des grands costauds dans notre émission qui vont Oui. te serrer fort dans les bras. Donc, le programme de ce soir, va y avoir un peu plus d'informations sur le fils de Kurt Angle, hein, ses débuts. Il va y avoir le mistourage dans un match en handicap contre Rollins et Ambrose. Et puis, comme fait marquant, bien sûr, le duel Bayley contre Sasha Banks pour une opportunité d'affronter Alexa Bliss à SummerSlam. Elle est longue cette phrase. Donc, on va commencer avec. Donc, du coup, l'émission a commencé avec Kurt Angle, hein, qui est arrivé dans l'arène de. Enfin, donc, du coup, je ne me souviens plus du nom de l'arène, mais c'était à Washington DC. Oui, c'était à Washington DC. Pareil, l'arène, je sais plus. Et donc, la semaine dernière, il nous a révélé, donc, dans le silence le plus total, que son fils était Jason Jordan, la moitié d'American Alpha, qui s'est donc séparé. Hein, et donc, il vient annoncer que Jason aura son premier match à Raw ce soir. Mais d'abord, il va reparler de ce main event, de cette scène des main eventers et de Brock Lesnar qui doit avoir un match pour la ceinture à SummerSlam. Et donc du coup, il dit j'ai un plan, c'est bon, j'ai bien réfléchi. Et j'ai trouvé la solution, ce sera... Et là, il se fait couper directement par Braun Strowman qui n'est pas content comme d'habitude. Il dit que c'est pas lui qui a peur de Brock, c'est Brock qui a peur de lui. Que les mecs, les main eventers, il en mange tous les matins au petit déjeuner. Donc, il veut un duel contre la bête à SummerSlam. Et il promet de casser Brock en deux. C'est au tour de Samoa Joe d'arriver pour l'interrompre. Et donc il vient contredire Strowman, bien entendu. Il dit qu'il était à ça de battre Lesnar. Et puis que voilà, c'est à lui de faire ce main event de SummerSlam. Enfin bon. Désolé de t'insulter, mon cher Giscal, mais je ne pense pas que ce sera SmackDown le main event. Non, je pense pas non plus, mais c'est pas plus mal, c'est bien. Mais oui, bon. Et donc voilà. Et puis, bien entendu, il nous manque une dernière pièce dans l'échiquier. C'est bien sûr le gros chien. Roman Reigns qui se raboule. Et alors Roman Reigns, c'est lui qui se tape un petit peu la part du gâteau au niveau promo, parce que on l'autorise un petit peu à sortir sa fiche Wikipédia, hein, pendant 2 minutes, et dit les gars, vous avez rien foutu, parce que moi depuis 3 ans j'ai le push le plus total. J'ai été champion WWE ou Universal machin 3 fois. J'ai été champion US. Et puis je sais plus quoi d'autre. Tag team. Hein, il parlait des Shield. Donc du coup il revient jusqu'au règne des Shield. Et donc voilà. Donc Kurt Angle, il dit c'est bon, j'ai la solution. Ce sera Brock Lesnar contre... Alors je sais plus par qui il commence, je crois. Brock Lesnar contre Samoa Joe d'abord. Samoa Joe. Contre Roman Reigns. Contre Braun Strowman.
Et si vous avez compté, ça fait 4. Donc, Fatal 4-Way. Je fais pour les malentendants. Donc, c'est le fameux Fatal 4-Way qu'on espérait avec Ringside la semaine dernière. Donc après l'annonce de Kurt Angle, eh bien il y a Samoa Joe qui gueule et qui dit hey, Kurt, tu reviens, moi ça va pas se passer comme ça. Puis ensuite, bien entendu, ça commence à se batailler au centre du ring. Il y a Reigns et Joe qui s'allient contre Strowman. Puis une fois que Strowman est balancé dans le public, c'est Joe contre Reigns. Ça se finit en duel entre Joe et Strowman. La sécu arrive, Braun balance tous les mecs de la sécu dehors. Ensuite il y a tout le vestiaire, tous les jobbers et les mid-carders qui arrivent pour calmer tout le monde. Ils se font tous jarter par Roman Reigns et par Braun Strowman. Roman Reigns arrive à caser un spear sur Braun Strowman. Mais Strowman prend quand même le dessus vers la fin et lui fait un gros slam. Je ne sais plus exactement la prise, mais c'est celle qui fait généralement c'est son running power slam là, running power slam qui fait généralement à la fin de ses matchs plusieurs fois histoire de les calmer. Voilà, donc c'était 15 minutes d'intro. Mon cher Giscal, désolé je regarde à droite parce que mon écran est à droite. Mon cher Giscal, qu'as-tu pensé de ce segment d'intro? Je vais le faire à la sauce SmackDown. Hein. Je pensais que c'était génial. J'ai adoré cette intro. Non, franchement, d'habitude. Bon, on dit toujours, on en a un peu marre des intros. C'est toujours avec, je sais plus comment ils disent, la Revolving Door segment. Les Américains, là, c'est celui de la porte de saloon. Un peu, ils entrent un par un pour balancer leur petit truc. Mais là j'ai trouvé ça trop stylé parce que déjà leurs promos respectives étaient top, chacun dans leur style. Braun c'est la masse qui casse tout, qu'on a rien à foutre, machin. Samoa Joe c'est vraiment le hitman quoi, le killer, l'assassin. Je trouve qu'il a vraiment une bonne tronche et tout quand il parle, on y croit. Et le coup de la fiche Wikipédia de Roman Reigns, c'est vrai que ça faisait un petit peu fiche Wikipédia. J'ai une roquette au cul depuis 3 ans, mais n'empêche que mine de rien quand il fait sa fiche Wikipédia, c'est pas dégueu quoi. Et c'est vrai que quand tu l'écoutes, tu te dis j'ai pas noté. Quand même, la retraite de l'Undertaker aussi. Il y a la retraite de l'Undertaker, 3 fois champion de tag team, champion US, machin, vainqueur du Royal Rumble. C'est le big dog quoi. Donc bref, ça marchait bien. L'annonce du Fatal 4-Way est dingue parce que on l'attendait et ça va faire un main event de ouf parce qu'en fait les mecs sont bookés super fort depuis des mois, tous les 4 en fait. Donc du coup c'est je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais c'est SummerSlam Apocalypse quoi. C'est vraiment ça va être un main event où t'as peut-être les 4 mecs les plus forts de la WWE qui en ce moment qui vont se foutre sur la gueule. Donc du coup t'as forcément envie de voir ça. Et le brawl général à la fin était top. Braun Strowman a tué un mec de la sécurité. C'est en train de devenir une part de son gimmick là, de balancer des mecs à 3 km. Donc c'était un super brawl. Donc ça m'a bien hypé. Je trouvais que cette intro était vraiment top. Et le main event de SummerSlam, déjà d'entrée de jeu, je suis survendu quoi. D'accord. Alors je sais pas si je l'avais lu dans mes fiches, mais dans ma fiche, mais j'avais écrit le Fatal 4-Way de l'Apocalypse. Parce que de toute façon c'est le premier truc qui nous vient. Comme je disais la semaine dernière, c'est un peu les 4 gars les plus costauds, au moins dans la WWE. C'est les 4 mecs les plus impressionnants physiquement dans la WWE. Donc avec peut-être Cesaro, mais Cesaro a pas la carrure. En fait, il a la force, mais il a pas la carrure. Ouais. C'est le pound for pound. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce segment d'intro. Hein. J'ai tout à l'heure sur Skype, on parlait avec Giscal, avec nos conversations survoltées, et je disais ce Raw, la première partie. C'est top, ça. Pas bonne. Ça, c'est la bonne chose dans la première partie. On va passer à Elias Samson qui arrive et pour faire très original, chante une chanson et se fait interrompre par Finn Balor. Pour la 4e fois en un mois. J'en peux plus. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est marrant au début, mais bon. Et donc, quand il chante, il regrette d'avoir détruit sa guitare, il dit que c'est son bébé, etc. Bref, Finn Balor arrive.
après avoir échappé à une commotion la semaine dernière parce que apparemment il avait pas très bien visé la guitare avec la guitare Samson et c'était à deux doigts de la blessure il y était pas allé de main morte. Hein. Ouais. Bien. Et donc on a un nouveau match Balor contre Samson, mais donc du coup il était annoncé, c'est un match sans disqualification. Finn Balor donc arrive avec un gros bandage sur l'épaule gauche, hein. Je crois qu'il a surpassé Cesaro au niveau du bandage, parce que là son bandage fait carrément jusqu'au milieu du torse. Ça veut un peu rien dire, mais bon. Donc au début il balance Samson comme un pantin dans les barrières. Il est très énervé, hein, Finn Balor, hein, vis-à-vis de la semaine dernière, et il domine totalement, hein. Mais bien sûr au milieu du match Elias va réussir à prendre le dessus, viser le bras blessé de Balor. À un moment il tente de lui balancer un coup avec une chaise qui devient un peu le centre du match, hein, qui va réussir à faire le chair shot. Donc voilà, chacun réussit à attaquer l'autre. C'est Elias qui réussit le premier chair shot, mais à un moment Samson donc du coup juste après fait un shoulder breaker qui était un petit peu le gros moment du match. Et alors que Samson plaçait une chaise dans un coin du ring entre deux cordes, Finn le balance tête la première dedans. Il piège aussi Samson dans le drap au bord du ring, hein, quelques secondes plus tard, puis le piétine méchamment. Et alors que Finn était à deux doigts du coup de grâce, tu fais bien. Ouais, je sais. C'est Bray Wyatt. Il est encore là, Bray Wyatt. Et il apparaît out of nowhere. Et il fait un Sister Abigail sur Finn Balor. Samson était à terre à ce moment-là, mais il rampe difficilement. Met le bras sur Finn Balor. 1, 2, 3. Victoire d'Elias Samson. Et Bray Wyatt qui a décidé de casser les couilles, mais partout. C'est ça. Dans toutes les rivalités. Le gars, il perd quelque part et puis du coup il va faire chier quelqu'un d'autre après. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Je suis assez d'accord sur le côté un peu répétitif du segment de Elias Samson, même si je trouve que ça marche pas trop mal. Il se fait plutôt bien huer quand même avec ce petit truc, ça agace, mais bon, c'est vrai que c'est un peu répétitif parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une loupe infinie là chaque semaine avec ça. Par contre, là où j'ai été plutôt satisfait, c'était sur le match. Je trouvais qu'ils avaient fait un bon petit match no DQ. C'était bien, en grande partie grâce à l'attitude de Finn Balor. Tu l'as dit, très agressif, très 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 énervé par rapport à la semaine dernière. Et ça se sentait, je trouve, dans son comportement, dans ses expressions faciales. Il a mis des chair shots, là, des coups de chaise d'ailleurs, d'une violence. Tu sentais que il voulait se venger du coup de guitare peut-être un peu trop fort de la semaine dernière parce qu'il s'est pas retenu sur les coups de chaise. Donc c'était assez costaud. J'ai bien aimé aussi le petit coup à la Fit Finlay, un peu old school là, de coincer son adversaire dans le tablier du ring, en mode vu que c'est deux Irlandais tous les deux, je pense que ça devait être un petit clin d'œil. Et donc du coup le match était cool. Après l'intervention on l'attendait. C'est vrai que c'est de la rivalité Wyattesque à 100%, quoi. Genre c'est du je viens te faire chier parce que j'ai décidé et puis tu me battras 2-3 fois et puis je m'en irai voir quelqu'un d'autre. C'est un peu ça, donc c'est pas super passionnant. Ouais. Et d'ailleurs on l'avait dit la semaine dernière quand le match a été annoncé, on a dit avec intervention de Bray Wyatt. C'était un peu sûr, quoi. Juste un pro tip pour Elias Samson. Une fois qu'on vient de blesser ou d'être à deux doigts de mettre Finn Balor sur le carreau pour quelques semaines, normalement on s'en va à SmackDown comme Jinder Mahal. Parce que sinon on s'expose à... Voilà. Jinder il est malin. Jinder il lui a foutu une commotion, il s'est tiré la semaine d'après. Donc du coup... en coulisses, on a aussi Kurt Angle une nouvelle fois qui parle de son fils. On a une petite interview avec Jason. Ils s'aiment, c'est trop bien, c'est incroyable qu'ils se sont perdus. Enfin bref, on s'en fout. Y a Emma qui arrive pendant cette interview de Kurt Angle et qui dit
dis donc, moi j'ai pas de match, moi j'ai besoin d'attention, voilà, toutes les autres filles qui ont suivi, parce que c'est moi qui ai commencé la Women's Revolution et elles m'ont toutes suivi, je suis un modèle pour elles et tout, et voilà, et maintenant je suis bonne dernière. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ton attention? Est-ce qu'il faut que je me tape ton fils? Et Je pense qu'elle cherche la porte, elle, hein, c'est pas possible. voilà, non mais ça c'était un peu too much. Et donc bien sûr Kurt Angle, il lui dit tu vas pas me casser les couilles longtemps toi, t'as un match et c'est contre Nia Jax. Ce match, bizarrement, vu que je zappe de temps en temps les moments où il y a des résumés d'autres matchs dans Monday Night Raw, je l'ai zappé. Je le dis officiellement, chers auditeurs, je l'ai zappé ce match. Giscale l'a vu. Et tu n'as rien manqué. Et c'est un squash de Nia Jax. C'est un squash d'une minute. Emma. Voilà. Donc, Emma, je crois qu'en fait, ils t'ont fait revenir pour te remettre une petite claque, pour te refaire partir. C'est dommage. On rappelle aussi que Emma, ces beaucoup jours, c'est beaucoup plein sur Twitter, machin. Beaucoup, ouais. De sa place sur le roster. Ou plutôt de sa disparition des émissions Monday Night Raw. Bon, voilà, tout ça nous raconte pas grand chose, donc on va passer à Enzo Amore qui arrive pour un match contre qui? Contre qui? Devinez contre qui? Enzo Amore contre Big Cass. Et oui, parce qu'on pensait que c'était fini, mais c'est pas fini. Donc voilà, on a une petite séquence quand même en coulisses avec Enzo qui part à son match et puis Big Show qui fait non, on n'y va pas, et lui il fait non, mais je suis un fou. Et voilà. Et c'est un remake total du match des grosses couilles de feu. C'est-à-dire qui se fait écraser pendant. Par contre, j'ai presque l'impression qu'il était plus long. Ça a duré très longtemps. Vers la fin, une fois que le Big Cass a assuré sa victoire, il y a le Big Show qui arrive. Et à ce moment-là, Big Cass, il prend la tête de Enzo et fait bouge pas, sinon je fais le coup du lapin. Je dévisse la tête. Et donc, Big Show, quand même courageux, il avance. Enfin, courageux ou peut-être qu'il s'en foutait de Enzo. Oui, mais donc, du coup, il avance quand même. Hein. Et à ce moment-là, il se prend une Big Boot. Ensuite, un Empire Elbow. Un autre Empire Elbow. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Le Big Show reste à terre. Big Cass s'en va. On est passionné. Oui. Non, mais bon, allez, jusqu'à. Oh, ça va être peut-être, notre premier point de désaccord. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Alors déjà, c'était pas très très long. Ça a duré 4 minutes leur match, je crois. Le public était mort, mais vers la fin, c'était on entendait les grillons. Alors, on va dire que c'était, ils auraient pu accomplir le même résultat plus rapidement, parce que de toute façon, on avait acquis dans nos esprits que Big Cass était largement supérieur à Enzo Amore. C'était l'histoire qu'ils nous ont racontée aux grosses testicules enflammées là, et donc là, ils voulaient remarquer le coup pour permettre cette transition scénaristique vers le Big Show, qui pour moi est une bonne chose. C'est vrai que, quitte à faire ça, ils auraient pu régler le truc en une Big Boot et on n'en parle plus parce que, Enzo n'est pas au niveau de Big Cass, on a compris. Donc il a voulu encore faire son malin une dernière fois, il s'est encore fait avoir. Voilà, fin de l'histoire. Et donc maintenant, on transite vers le Big Show. Et moi, je suis persuadé que ça peut être un truc sympa parce que le Big Show, il sait faire ces matchs de big man là. Il l'a déjà prouvé par le passé en faisant d'ailleurs les premières victoires de prestige d'un certain big man qui en ce moment marche pas mal, c'est Braun Strowman. Ils avaient fait des matchs surprenamment bons, tous les deux avec le Big Show, et ça lui avait plutôt bien réussi. Et je pense qu'on se dirige un petit peu vers le même type de push pour Big Cass. Donc je pense que ça peut être une très bonne rivalité pour lui. De pure mid-card, on va pas s'enflammer, ça prendra 10 minutes par émission, pas plus, mais voilà, moi je trouvais que c'était pas trop mal, et que c'était pas si long que ça, mais bon, ça aurait pu être plus rapide. Le truc, c'est que c'est comme je disais avant, ça sert à rien dans le sens où
on savait déjà où il voulait en venir la semaine dernière. On savait déjà qu'il y avait une rivalité avec le Big Show. Pourquoi là, on a l'impression qu'ils ont oublié la semaine dernière et on nous refait, on rembobine la cassette. Ouais. Et on refait le beatdown de Enzo. Intervention du Big Show. Enzo, je pense que finalement, en fait, ce qu'ils font là, c'est juste pour utiliser Enzo, quoi. C'est juste pour qu'il soit là, parce que ils savent qu'il sert plus à rien dans cette histoire. Et là, il faut qu'il lui trouve quelque chose. Mais il a pas besoin de plus de compassion. Enfin, si c'était pour renforcer la compassion du public, ce massacre, il a pas besoin de plus de compassion. J'ai pas parlé du fait qu'il a fait une nouvelle promo de 2-3 minutes au début, pas très, la classique, quoi. Et donc voilà. Donc moi je suis pas contre cette rivalité Cass Big Show, mais c'est juste qu'il faut que ça commence, quoi. Au bout d'un moment, c'est parti là. Ouais. Et puis qu'il fasse disparaître Enzo pendant 2-3 semaines et puis qu'il revienne pour quelque chose d'autre. Mais voilà. Alors si c'est une question de vendre des t-shirts, bon bah tant pis, mais des perruques aussi là. Et des perruques, voilà. Donc on avait une interview d'Alexa Bliss en coulisses au sujet de l'affrontement Banks contre Bayley ce soir. Et elle dit que ce soir elles vont s'autodétruire, elles vont perdre, elles vont détruire leur amitié et tout ça, et elle ramassera les miettes à SummerSlam. Et puis elle les appelle, alors c'est peut-être que ça va devenir à la mode cette expression, Team Gag Reflex. Ouais, c'est pas mal ça. Donc pour les gens qui savent pas, Gag Reflex, en fait c'est l'envie de vomir. Donc voilà, on va reparler des défis un peu plus tard, mais on va passer aux les cruiserweight. Donc du coup, une nouvelle fois en coulisses, c'est Titus O'Neil qui explique à Tozawa qu'il a annulé le match qui était prévu ce soir entre Tozawa et Daivari. Tozawa est pas content, hein, il dit que il va aller au ring, il va très bien, etc. Donc il fonce vers le ring. Il rentre dans le ring, il attend son adversaire. Alors ce qui est bizarre, c'est que quand même dans l'histoire, Titus O'Neil est censé avoir annulé le match, donc ça sert à rien d'aller dans le ring, mais bon, voilà. Il y avait rien de prévu. Et donc Tozawa il attend, et qui c'est qui arrive? Et c'est le King of the Cruiserweights, c'est Neville. C'est Neville, il arrive et puis il le taunte un peu, il se fout un peu de sa gueule, et puis il arrive dans le ring. Mais Tozawa arrive à bien se défendre contre Neville, et il est quasiment à deux doigts de le foutre vraiment à terre quand Daivari arrive par un angle de caméra qu'on ne voit pas, et donc il arrive pour finir le boulot. Donc voilà, on finit avec Tozawa qui est à terre. Et je sais plus les... Ah oui, et Daivari aussi qui attaque Neville. Et donc du coup, je crois que c'est Daivari qui reste debout à la fin, il me semble. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce passage fiscal? Écoute, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. En fait, je suis un peu embêté parce que je trouve que c'est pas si mal ce qu'ils essayent de faire, un petit peu cet angle avec Tozawa, c'est original. Côté manager qui bride son poulain comme ça, et puis lui qui a envie de se battre, voilà, face courageux, qui veut absolument prouver qu'il a le niveau, prouver que c'est lui le meilleur de la division. Je trouve que c'est sympa, mais en fait, j'ai tellement du mal à accrocher au personnage de Tozawa, et alors Daivari, j'en parle même pas là, c'est générique au possible. C'est vraiment pour moi c'est un mec avec un slip blanc là qui fait des sauts périeux, mais c'est tout. Mais Gisèle, il est iranien, il le répète tout le temps. Il est iranien. Voilà, c'est un iranien avec un slip blanc. Que du coup, c'est dommage parce que je trouve qu'il y a pas mal de bonnes intentions au niveau de l'écriture pour faire un petit truc un peu voilà, une feud autour du titre original, mais les personnages m'emballent pas, donc j'arrive pas à rentrer dedans, et il y a que Neville qui a vraiment du charisme dans cette histoire, mais voilà, sans plus. Ils ont pas le temps, hein. Ils ont juste pas le temps de raconter ce qu'ils font, et puis bon, ils le racontent, mais c'est dans une émission que personne ne regarde, donc c'est aussi un peu ça le problème, quoi. Enfin, je dis personne.
205 en tout cas, aux dernières nouvelles, c'est pas une des plus regardées quand même hein, sur le network. Mais donc voilà. On a eu aussi un petit passage de Bayley et Sacha qui se chamaillent en coulisses, on s'en fout aussi. Donc mais il y a Jason Jordan donc en coulisses qui nous blablate sur son père et biologique. Son père biologique voilà, qui est trop fier et donc voilà, et une interview où je l'ai trouvé déjà un petit peu insupportable, où il répète beaucoup la même chose, il a un grand sourire, et je vais passer d'ailleurs directement au match qu'il a eu. Donc c'était contre c'est Kurt Hawkins qu'on voit en interview et qui annonce qu'il a un match contre Jason Jordan, et donc qui va ruiner voilà le moment pour le fils de Kurt Angle. Au début du match, donc Jason Jordan arrive et il a le droit de garder la musique des American Alpha. Donc du coup, écoute, Chad Gable, il va falloir Chad Gable la garde aussi en fait. Il la garde aussi. Ouais, donc c'est un peu bizarre. Je pense qu'ils ont pas encore trouvé leur musique respective, mais ouais, c'est étrange. En tout cas, bon après c'est déjà le gimmick des American Alpha, mais le fait qu'on voit le logo avec marqué Jason Jordan avec le drapeau américain derrière, c'est quand même voilà, c'est Angle tout craché. Et donc dès le début, avant que le match commence, il y a Kurt Hawkins qui lui fout une baffe. Alors ça fout Jason Jordan en méga rogne, hein. Dès que la cloche sonne, il le démonte, hein, il fonce dessus, il le balance comme un pantin, il se met à un moment sur Hawkins qui est à terre, qui est plat ventre, et il lui fout des mandales, mais vraiment méchantes, enfin des coups de merde, qu'est-ce que j'allais dire, des coups d'avant-bras, voilà, il lui met des coups d'avant-bras des deux côtés, vraiment super violent et super rapide. Hawkins tente de s'en aller à un moment, mais Jordan va pour le choper, mais il se prend une nouvelle baffe, mais très vite Jason Jordan reprend le dessus. Il va à 200 à l'heure, il place un belly-to-belly souplex vers l'arrière. Ensuite un neckbreaker, et c'est la victoire de Jason Jordan, donc qui avait un visage mais tellement énervé pendant ce match, et très donc moi je l'ai trouvé ultra violent, limite heel, intense quoi. Ouais. Donc un petit peu, c'est juste pour relier, avant de te demander ton avis, vas-y. Pour relier à l'interview, alors peut-être je me gourre totalement, j'y sens une pointe de Bo Dallas dans Jason Jordan là. Je me demande si, alors peut-être que je les imagine trop intelligents par rapport à la réalité, ceux qui écrivent à la WWE. Est-ce qu'ils sont en train de faire un personnage heel qui est considéré comme face par son père? Et ça serait trop bien par contre. Mais ouais, par c'est contre, marrant. parce que Jason Jordan, si on regarde même à la fin du match, il avait un regard, mais genre il jouait vraiment limite la haine. Et juste au moment de sa victoire, il a un grand sourire caricatural. Et j'ai trouvé la transition c'est pas très bête, bizarre. Donc je sais pas, peut-être que je me gourre total, mais en tout cas j'ai trouvé assez étrange la violence du match. Non, mais j'aime bien cette théorie est sympa, j'y avais pas pensé, mais par contre ce sur quoi je suis d'accord, et je m'étais fait la remarque pendant le match, c'est que j'ai carrément eu le même sentiment que toi, c'est qu'il faisait un petit peu le match d'un heel en effet, et d'ailleurs les commentateurs se sont pas privés de le dire à la fin lors du tombé, que c'est fou, Jason Jordan a vraiment une mean streak, c'est ce sorte d'instinct du tueur, un peu d'un instinct de méchant pendant ces matchs, et j'ai trouvé que le commentaire était pas si innocent que ça, et du coup ton analyse, je trouve qu'elle est assez sympa, parce que il y avait un paradoxe, c'était terrible, c'était vraiment saisissant quand tu mettais côte à côte la face de Jason Jordan pendant son interview juste avant le match, et la tête qu'il avait pendant le match, avec ses coups crossface là par derrière comme ça dans la figure, ses souplesses ultra violentes, ce finish là vachement impressionnant. Je pensais qu'il allait prendre le Angle Slam, mais apparemment non. Donc écoute, en fait j'ai trouvé le match assez intéressant de ce point de vue là.
Par contre, c'est vrai que l'interview d'avant-match me faisait un petit peu peur parce que enfin, c'est. Ah oui, il a répété la même chose de 10 fois. Hein. Ouais, il est plat, quoi. Enfin, genre ultra plat. Et tu le vois arriver avec la musique d'American Alpha, avec son petit truc et tout. Il fait son petit. Tu te dis, ouais, ça sent pas bon. Déjà, t'es obligé de jouer au jeu des comparaisons. Et moi, je pense un petit peu aux 3 semaines qu'a fait Chad Gable en solo à SmackDown. Ses petites interventions backstage sont beaucoup plus fines, beaucoup plus. Il a une bouille sympa, il a un bagou différent. Dans le ring aussi, il est un peu plus technique et tout. Je me dis, putain, la comparaison, elle est dure. Mais il y a, pareil, j'ai ce petit doute aussi. Je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de faire. Est-ce qu'ils sont pas en train de travailler un petit peu le personnage, ils peaufinent le truc, ça pourrait être intéressant. Ta théorie pourrait être vraiment marrant, hein, du côté du père ultra fier qui d'un seul coup se rend compte que finalement son fils est un connard. Non, ça pourrait être fun et ça pourrait être fun et assez original. Je serais étrangement me concernant, je suis pas encore trop optimiste sur le sujet parce que je trouve vraiment qu'il est vraiment très très plat à écouter et tout, mais voilà, il y avait des petits éclairs pendant son match de trucs sympas, donc bon, à voir. Mais... Pour l'instant, de ce que j'ai entendu dans les quelques podcasts que j'écoute, tout le monde considère qu'il est juste très mauvais en promo. Oui, ça, je pense que... Donc, après, à NXT, il était clairement moins bon que Gable. Gable, c'était le mec qui menait la tchatch pendant les promos, donc... c'est pas sûr, mais s'ils font ça, ça serait intéressant. Par contre, ce serait triste. Enfin, bon, c'est pas exactement la même gimmick, mais c'est pas loin. Ça serait triste pour Bo Dallas qui, lui, a jamais su imposer cette gimmick-là de je suis un super gentil et dès que je suis dans le ring, je suis une grosse pute, quoi. Mais en tout cas, je pense que ce serait moins casse-gueule de tenter un truc comme ça que d'essayer absolument de nous le fourrer en tant que nouveau Kurt Angle. Au premier degré, il va couler ça passera pas, c'est sûr. En quelques semaines. Je pense que ça passera pas. D'ailleurs, le public, la réaction du public est claire pour l'instant. Et bon, après, le truc, c'est que Bo Dallas, donc avec ce gimmick-là, il a aussi coulé à Raw, et c'est assez dur quand même à gérer, parce que ça marche avec les smart, quoi. Ça marche à NXT parce que les mecs comprennent comment ça va, enfin, parce que c'est nuancé et tout. Mais dès que tu mets un truc aussi nuancé que ça devant des arènes et tout ça. C'est difficile. Un peu trop prise de tête, ouais. Ouais, voilà. Enfin bon. Donc voilà, je réserve mon jugement, comme on dit. On va passer à un gros morceau. Donc c'est Sasha Banks contre Bayley. Je répète, pour une opportunité d'affronter Alexa Bliss à SummerSlam pour la ceinture féminine. Au début du match, on voit Alexa Bliss arriver vers la table des commentateurs, et puis c'est pour commenter, bien entendu. Donc du coup, on va avoir la championne à la table. Et le match commence, et très rapidement, c'est Sasha qui mène la danse, hein, beaucoup d'allers-retours entre les deux, beaucoup de contres, des double knees, hein, de Sasha, Bayley qui fait, j'ai noté, une sorte de faux archéo à travers les cordes sur Sasha. Ouais. C'était assez original. Le premier gros moment, hein, c'est un bank statement sur Bayley avec une tentative de tomber à terre compte de 2. Mais Sasha qui continue juste après le tombé, qui continue à soumettre Bayley. Bayley réussit quand même à se relever, balance Sasha pour ensuite tenter le Bayley to Bayley, mais ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, il y a un duel de coups de poing. Banks balance la tête de Bayley dans le poteau, double knees dans le dos, tentative de saut, donc du coup elle monte sur le poteau. Tentative de saut double knees ratée. Et là, à ce moment-là, Bayley balance un running knee. Et Sasha se relève juste après, balance un Shining Wizard. Alors, c'est une sorte de coup de genou dans la tête, quoi. Donc, juste après, on a une nouvelle séquence de coups de poing beaucoup plus lente. Bayley case un gros coup de poing et ensuite un coup de coude. Mais Banks contre vite cette séquence avec un méchant coup de pied au visage. Elle monte sur le poteau. Elle saute, mais Bayley l'intercepte. Banks la repousse, elle tente le splash, tombée de 2, et là Bayley réussit donc du coup à
à rouler pour Retourner, passer au-dessus de son adversaire. Et compte de 3, victoire de Bayley sur une espèce de petit roll-up quoi. Alexa Bliss vient monter dans le ring pour montrer sa ceinture, voilà, face à Bayley. Rien de spécial pour ce finish. Qu'est-ce que t'as pensé du match, Giscal? Alors je l'ai vraiment condensé, mais bah écoute, il était pas mal ce match. J'ai trouvé qu'elles avaient fait un bon petit match digne d'une bonne note en match de télé, on va dire. C'était pas mal du tout. Il y avait beaucoup de choses, en effet. Elles s'en sont données à cœur joie. On sent qu'elles se connaissent bien. Je trouve qu'elles se sont un petit peu plus lâchées que les petites bribes de match qu'elles avaient pu faire par le passé, avec pas mal de trucs un peu old school, pas mal de mat wrestling. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de prises de soumission. De petites innovations dans les cordes, on a parlé là, cette histoire de Archeo et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal de contres, beaucoup de contres de soumission du bank statement dans tous les sens. Il y a eu une longue phase aussi en milieu du match. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. C'était un bon petit match et je voudrais tirer un coup de chapeau encore, mais bon ça comme toujours à Alexa Bliss au commentaire qui a encore été au top et pas juste parce qu'elle parle bien, mais parce que elle a super bien vendu le match. À la fois elle et en même temps ses potentiels adversaires et voilà, toute l'histoire du match c'était que elle considérait que c'est vrai que Bayley elle l'a déjà battue 2 fois, elle l'a exposée, elle a dit que c'était une gamine, qu'elle était pas extrême et tout machin, et toute l'histoire de voilà, ce match c'est finalement Bayley elle a repris du poil de la bête depuis quelques semaines, c'est plus la même et tout et puis bah là voilà elle bat, moi je m'attendais très honnêtement c'était une surprise pour moi, je m'attendais plutôt à une victoire de Sasha Banks. Ce contre final d'ailleurs du coup est bien je trouve dans le storytelling de Bayley est peut-être de retour au top et donc ce 1 contre 1 me donne plutôt envie. J'ai trouvé le finish un tout petit peu raté parce que en fait normalement elles sont un peu censées en fait Bayley voulait sorte un truc un peu à la Cena là, de profiter du momentum de la prise de Sacha pour la retourner dans la foulée pour faire le tomber. Là en fait c'est vrai que Sacha a fait son splash, elle s'est écrasée sur Bayley et l'arbitre allait commencer le compte alors que Bayley du coup a retourné Sacha, ce qui ressemblait plus à un no-sell du finish de Sasha Banks que vraiment un contre. Bon, c'est un détail. Donc voilà, écoute, j'ai trouvé qu'elles se sont bien données. Je trouve que le rebuild un peu de la reconstruction, on va parler en français, de Bayley est pas trop mal. Redesign, rebuild. Donc écoute, ouais, why not? Je suis pas non plus transcendé parce que c'est vrai que ça va quand même être le 3e 1 contre 1 en peu de temps entre ces deux-là, mais je trouvais que c'était pas si mal fini. Et j'ai bien aimé, dernière chose, que du coup on parle beaucoup dessus, que ils ne teasent pas encore. Ça aussi, je m'y attendais un petit peu, le heel turn un peu de Sasha Banks, parce que c'est un petit peu comme Becky Lynch et Charlotte à SmackDown, ça fait des semaines qu'on se dit ça s'écrit tout seul, c'est sûr, elles vont avoir une rivalité, non, toujours pas. Je trouve que c'est pas mal, parce que du coup, plus on attend et plus peut-être ils vont nous faire un truc bien inattendu, donc ça c'était aussi plutôt bien joué. Voilà. Ouais, de toute façon là maintenant, j'ai presque l'impression que c'est plus le bon moment pour faire le turn de Sasha Banks qu'on demandait pendant des semaines il y a quelques mois. Mais moi ouais, j'ai beaucoup aimé le match. Le match était vraiment bien. Je l'ai trouvé un peu c'était pas un summum d'originalité, mais j'ai trouvé que vraiment il y avait des moments qui étaient assez originaux dans ce match. Il y avait vraiment des idées quoi. C'était pas un match classique d'Euro. C'était pas genre de match qu'elles font téléphoner ou machin. Donc ouais, c'était bien. J'ai été aussi étonné de la victoire de Bayley. Est-ce que finalement ils sont pas en train d'essayer de réparer, de recoller les morceaux justement et de refaire la rivalité Bayley-Alexa Bliss cette fois-ci proprement et pas avec un booking de merde où on se retrouve avec des stipulations qui sortent de nulle part hein, parce que le stick on a pole, mais sans déconner hein, c'était vraiment une idée de merde et surtout c'était encore plus une idée de merde d'avoir fait ça pour jouer sur l'innocence de Bayley et ensuite d'avoir genre confirmé qu'elle avait aucun courage. Ça c'est vraiment pour détruire une superstar, c'est la recette parfaite
Donc voilà, ils essaient de réparer les morceaux à mon avis. Peut-être. J'espère que ce sera mieux parce que j'avoue qu'il n'y a pas vraiment du moins dans le roster principal de Bayley, Alexa Bliss qui m'ont vraiment marqué. Non. Je trouve qu'au mieux elles ont fait des bons matchs, mais pas, il y avait rien d'exceptionnel. Ouais, je suis assez d'accord. Donc voilà, en espérant qu'elle nous surprenne à SummerSlam. On va passer au tag team avec The Revival qui arrive. Yeah. The Revival qui sont en plein buzz parce qu'ils ont gagné contre les Hardy la semaine dernière. Et ce soir, ils sont contre Anderson et Gallows, le club. Donc ce match, ça commence avec les Revival qui dominent largement au départ en tenant du coup Gallows dans un coin. En fait, ils se relayent pour le contenir. Heureusement, Gallows réussit à s'en sortir et les Revival se retrouvent vite projetés à l'extérieur par le club. Donc du coup, c'est l'heure d'un duel entre Dash et Anderson au centre du ring. Une nouvelle fois, c'est le club qui domine. Ça enchaîne avec une grosse boute de Gallows sur Anderson. Les Hardys arrivent à ce moment-là, un peu pour déconcentrer tout le monde. Ils distraient d'abord les Revival qui se font projeter dehors. Et bien juste après, le club il décide d'être aussi distrait. Donc du coup, le club ils font dis donc les Hardy, venez, on va vous casser la gueule. Et pendant ce temps-là, les Revival, petits malins, ils passent par derrière. Et ils réussissent à caser le Shatter Machine sur Gallows, il me semble, pour la victoire. Ensuite, les Hardys arrivent pour prendre un peu leur revanche sur le Revival, puisque le Revival avait déjà attaqué les Hardys par derrière. Enfin, bref. Et donc, le Revival, ils se prennent. Alors, je sais pas lequel des deux, mais c'est Poetry in Motion, ensuite un Twist of Fate. Mais ils réussissent à partir avant la Swanton Bomb de Jeff Hardy. Au passage, Matt Hardy a bien gueulé, bien fort, Delete avant son Twist of Fate, l'histoire. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. On sait maintenant que c'est quasiment foutu cette histoire. Mais bon, qu'as-tu pensé de ce match et puis de cette scène tag team? Écoute, ça c'était vraiment une de mes vraies satisfactions de l'émission. J'ai trouvé ça vraiment très sympa ce qu'ils ont fait avec les équipes. J'aime beaucoup quand en fait j'ai surtout apprécié qu'ils n'impliquent pas les champions dans tout le bordel pour laisser vraiment en fait le focus sur la compétition qu'il peut y avoir dans la division. Contrairement dans un style complètement différent qui est bien aussi, c'est vrai que par exemple à SmackDown, à SmackDown on n'a que 2 grosses équipes et en ce moment c'est les Usos et New Day, c'est le haut de l'affiche qui se met sur la tronche depuis quelques semaines. Ouais. Il se trouve qu'ils font des matchs superbes, donc tout va bien. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas 36 trucs derrière non plus pour suivre, à part de la comédie et tout. Et en fait, là, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, c'était une semaine où on mettait... Oui, voilà, exactement. C'était une semaine où on mettait l'accent sur l'émulation qu'il pouvait y avoir derrière les champions. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a une grosse compétition, quoi. Ils se tapent tous un peu la bourre. Les Revival sont venus se la péter parce qu'ils avaient battu les Hardys. Ils avaient battu, je pense qu'ils avaient battu aussi Gallows et Anderson. Enfin bref, ils sont là, plus personne peut nous battre, machin. Donc du coup, t'as Gallows et Anderson d'ailleurs qui se sont présentés comme les Good Brothers. Alors est-ce que c'était un petit test pour voir si ça prend ou pas, s'ils pourront tourner face bientôt ou pas, à voir. Le run-in des Hardy. Donc voilà, en fait, j'aime bien quand il y a une émulation un peu, une compétition forte dans une division, parce que ça permet de faire souffler un peu les champions, de proposer d'autres choses et de montrer que la division elle est profonde, pas comme par exemple tu vois les filles à Rouge juste avant, c'est le programme pour le titre, mais à côté de ça on se souvient de rien d'autre parce que c'est Nia Jax qui a écrasé Emma. En fait il se passe rien, tu te dis il y a la ceinture et c'est tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. En plus ils ont fait un match correct, on va pas s'enflammer, il y avait rien de fou, mais c'était très correct. Donc je suis plutôt positif, même très positif sur la division tag team à Raw. Je trouve qu'ils se servent pas mal des Hardy, je trouve, dans ce rôle de vétéran qui met bien en lumière un peu tout le monde. Donc c'est pas mal. Ouais. Ça m'intrigue parce que
on a eu pas mal de rumeurs. Je suis vraiment en train de perdre ma voix. Moi. On a eu pas mal de, Croche-toi. on a eu pas mal de rumeurs comme quoi le club était à deux doigts de partir à SmackDown. Et enfin ces derniers temps. Et puis finalement, là ils sont clairement dans la scène du main event. On sait pas trop où ils vont se placer. Est-ce que on va avoir encore un... Alors SummerSlam, la thématique de SummerSlam cette année, c'est tout le temps plus que nécessaire. Donc au lieu des 1 contre 1, on a des 1 contre 1 contre 1. Et là en tag team, pourquoi pas triple threat de tag team. Donc du coup... voilà, pourquoi pas. Après, moi j'ai envie de voir ça. Hein. Clairement, le club, Revival et les Hardys dans un match... rajouter une petite échelle ou un truc. Voilà, pour faire plaisir. Hein, pour faire plaisir, ça marchera très bien. Après, le truc, c'est que je me demande si Gallows et Anderson, ils vont les garder en heel, en fait. C'est ça le... je pense que c'était un petit test pour voir comment la foule réagissait, à mon avis, voir... comment est-ce que les Good Brothers étaient accueillis. Ça a été pas trop mal, mais bon, en même temps, comme ils disaient des trucs un peu heel, parce qu'ils disaient ouais, c'est nous qui avons beat up John Cena, je sais plus quoi, c'est nous qui avons beat up le New Day en premier, c'est nous qui avons beat up, que des faces en fait, parce que forcément ils étaient heel, donc le public était pas très content, mais bon, en même temps, je sais pas, peut-être du potentiel, parce qu'ils ont un potentiel comique qui ne repensons pas à la tragique feud contre le New Day avec les testicules dans des bocaux là, The Old Day et les boules de feu dans des bocaux là. Mais ils ont quand même un sens de la comédie et tu sens qu'ils sont à l'aise au micro et qu'ils pourraient être de bons face, je pense, s'ils voulaient. Donc pourquoi pas. Oui, et puis si vous n'avez pas vu Southpaw Regional Wrestling, la mini-série sur la chaîne WWE YouTube, allez-y parce que vous allez voir que Gallows et Anderson, ils peuvent être très très drôles. C'est ça. Donc voilà, et puis ils étaient connus aussi pour leur humour quand ils étaient au Japon. On va passer au main event de la soirée. Alors d'abord une petite séquence du Miz en coulisses qui explique que Hollywood aujourd'hui c'est pourrave, c'est que des reboots, et puis que finalement Seth Rollins c'est aussi pourrave parce que lui il veut faire un reboot du Shield avec Dean Ambrose, et puis ça marche pas, etc. Donc du coup ils sont destinés à perdre, et que le Miz, l'équipe du Miz, c'est l'originalité, c'est la nouveauté. Bref. Le match, donc Rollins et Ambrose contre le Miz Tourage, donc composé de Bo Dallas, Curtis Axel et du Miz. C'est bien sûr un handicap match, 2 contre 3. Ambrose commence et massacre Curtis Axel dès le début. Il domine largement pendant bien 2 minutes avant que Rollins tag Ambrose dans le dos. Donc Rollins il est contre Curtis Axel, mais le Miz essaye d'intervenir régulièrement. Ensuite donc du coup Rollins retag Ambrose, et c'est Ambrose qui se fait emmerder par le Miz, et qui donc du coup va à l'extérieur souvent pour aller calmer le Moneymaker. Donc il y a une jolie séquence ensuite avec Rollins et Ambrose qui foutent toute l'équipe du Miz Tourage à l'extérieur, et ils s'élancent tous les deux, ils prennent leur élan sur la corde, et puis ils font allez, je confonds 2 moments en même temps, mais c'est pas grave. Ils font 2 suicide dive en même temps, en fait. Ils sautent à travers les cordes et ils foncent sur l'équipe du Miz Tourage. Il y a eu aussi un autre moment, donc du coup, celui que je voulais raconter au début, avec 2 front drop kick sur Curtis Axel, qui était sympa. Plus tard, donc, on a Curtis Axel et Bo Dallas qui réussissent à emprisonner Rollins dans un coin du ring. Et après 10 minutes de souffrance, il tag Ambrose qui fonce tel un éclair, le gros hot tag pour démonter Dallas, et fait une très jolie combinaison de running bulldog et clothesline en même temps. Donc du coup il fait je crois une clothesline sur Dallas et un running bulldog sur le Miz, un truc comme ça. Il tente le tomber sur Dallas, mais le Miz réussit à
à interrompre tout ça avec un gros kick dans son visage. À l'extérieur, plus tard, Curtis Axel neutralise Rollins contre la barricade, alors qu'Ambrose se concentre sur Axel. Le Miz tag donc Curtis Axel sans qu'il le voie. Ambrose se prend donc le Skull Crushing Finale, parce qu'il savait pas que c'était le Miz qui était légal, mais Rollins casse le tombé. Les Faces réussissent à balancer donc les coups, les heels dehors, ça c'est la séquence que je vous ai racontée, pas du tout dans l'ordre. Le Miz arrive à glisser plus tard dans le ring, tente un tombé sur Ambrose raté. Ambrose lui case un Dirty Deeds, tombé de 3, il réussit la victoire. C'était un peu brouillon, mais c'est parce que je me suis mélangé dans mes lignes. Plus tard, donc du coup, quelques secondes plus tard, Rollins et Ambrose se prennent dans les bras, ils se serrent la pogne, c'est comme avant. Et puis Rollins, il fait un peu le truc too much en fait, Rollins dans cette séquence. C'est-à-dire qu'il a déjà eu il a déjà eu le hug, le câlin, c'est déjà bien. Il a eu le câlin, il a eu la poignée de main cordiale, et là il veut la cerise sur le bateau, et il veut il veut le signe du shield, le point le point serré, la synchronisation des montres. Et donc, exactement, c'est Parker Lewis. Ouais. À ce moment-là, Ambrose était à 2 doigts de sortir du ring, et puis il regarde et puis il fait non, finalement moi je m'en vais, c'en est trop. Donc voilà, Ambrose toujours un peu difficile. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Qu'est-ce que tu penses de cette, comme dit Michael Cole, comme il a répété 10 fois dans la soirée, cette presque réunion du Shield. Oui, quand ils veulent te faire passer un message, ils hésitent pas. Mais arrêtez les gars, on sait que le Shield va pas se réunir. Enfin, du moins en tout cas, pas à 2 comme ça, oui. Et écoute, c'était un bon main event de Weekly. J'ai bien aimé le spectacle. Enfin, c'est ce que j'attends d'un main event de Weekly, quoi. Il y a eu du spectacle, il y a eu plein de contres, c'était le bordel. Le public était bien chaud, donc ça m'a bien plu. Je trouvais qu'ils avaient fait un bon petit match. J'ai bien aimé, je trouvais que le Miz avait été pas mauvais pendant ce match, il nous a sorti et Seth Rollins aussi qui avait été excellent dans le selling de pas mal de moves. C'est d'ailleurs Seth Rollins, quand il se prend un DDT, à chaque fois il me fait marrer parce que t'as l'impression on le plante sous le ring, quoi, tellement donc du coup non, dans l'ensemble tout le monde a plutôt bien fonctionné. Tout ce storytelling là autour de la quasi-réunion, bon, si tu fais abstraction des commentaires, en effet, qui sont un peu agaçants à force parce qu'ils ont cette fâcheuse tendance à vouloir si l'histoire est bien racontée dans le ring, c'est pas la peine de nous le dire de 20 fois, on comprend, donc tout va bien. Mais c'est le Shield, Giscal, c'est 2 tiers du Shield, c'est presque le Shield. Mais bon, au-delà de ça, je trouve que c'est pas mal ce côté. Ils oublient pas le passé. Ambrose, il a beau être un peu niais par moment, quand même, c'était grave ce qu'il avait fait à l'époque, Rollins, donc c'est pas parce que il arrive pour l'aider que tout est oublié. Donc j'aime bien ce côté-là. On n'oublie pas du jour au lendemain ce qui a pu se passer. Donc je trouve que c'est pas mal ce petit teasing là. On verra ce que ça nous réserve pour l'avenir, mais j'aime bien parce que ça permet un peu une transition vers autre chose que le Ambrose Miz là pour la ceinture intercontinentale. Moi personnellement, j'en avais vraiment marre. J'aime beaucoup le Miz et j'aime bien les deux, mais là tous les deux ensemble j'en avais vraiment marre, donc voilà qu'on transitionne vers une autre configuration, vers peut-être d'autres histoires, c'est une bonne chose, donc voilà, j'ai bien aimé cette fin d'émission qui plante pas mal de graines pour de possibles retournements de situation plus tard, donc et ce qui est ironique si on prend en perspective, c'est que on a d'un côté donc Seth Rollins qui s'est tapé cette magnifique rivalité avec Bray Wyatt et qui a perdu à la fin, et qui finalement se trouve dans une storyline autour du titre intercontinental, etc. Pendant que Bray Wyatt, grâce à sa victoire contre Rollins, se retrouve à aller grappiller du match, on sait pas ce qu'il grappille en low mid card, je dis low mid card. Finn Balor est pas la mid card, mais il se situe finalement
on le présente comme un mid-carder, donc du coup. Ouais. Du coup, c'est ce qui est marrant. Et vous voyez comme Rollins, dès qu'on le met avec les bonnes personnes, on l'aime beaucoup plus. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce match, c'est que je sais pas si c'est de sa faute ou autre, mais Rollins, j'ai toujours l'impression, enfin ces derniers temps, quand on a dû le mettre en tag team avec des gens, ça marchait moyennement, sauf quand c'était avec justement Roman Reigns avec le Shield. Ouais, voilà, quand c'était avec Roman Reigns pas ou de avec mystère, Dean Ambrose. Ils savent catcher ensemble. Et bon, malgré tout le brouhaha, l'espèce de publicité permanente de Michael Cole, c'est vrai qu'on les regarde, Rollins et Ambrose dans le ring, et ils sont tellement mieux quand... Enfin là, en ce moment, si on prend les deux en ce moment, Rollins et Ambrose en solo, dans leur match solo, etc., ils nous excitent pas vraiment. Non, c'est... Là, ils ont eu un match tous les deux ensemble, et là, direct, il y avait de l'idée, il y avait... Ambrose, Ambrose, il a besoin de quelqu'un. Enfin, il a jamais énormément brillé en solo. Il a toujours besoin de quelqu'un. Et là, par exemple, Ambrose, j'ai trouvé qu'il était motivé. Il était explosif. Il était intéressant. Et puis ce truc de la clothesline running bulldog, c'est un truc original. Ce qui est genre l'originalité chez Dean Ambrose, c'est pas tous les jours. Donc du coup. Faut en profiter. Du coup, ouais, non, c'était bien. Après, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette rivalité, parce que le fait qu'il y ait un titre au milieu est un peu, du coup, finalement bizarre, parce que est-ce qu'ils vont continuer à faire une rivalité 2 contre 2 ou 2 contre 3, etc. Ou alors... je sais pas. Moi, d'une certaine façon, moi, ce que je me dis, en tout cas, quand je vois cette émission, je me dis que ils voulaient clouer le bec au mistourage. Ils ont réussi, c'est fait. Donc, potentiellement, il n'y a pas eu de répercussions. Les Heels sont pas venus leur taper dessus et tout. Moi, j'ai un peu envie de lire que c'est fini. Du coup, ils vont peut-être s'écarter. Et moi, ce que j'aimerais bien voir maintenant, c'est peut-être justement ce que tu as dit, ce que tu as dit qui est assez intéressant. C'est vrai que Rollins et Ambrose sont peut-être à un moment de leur carrière en solo où ils tournent un peu en rond, et ce serait assez marrant d'ailleurs de l'entendre, de leur entendre le dire, en fait, que peut-être que Rollins dise, écoute, regarde, ça a vachement bien marché la semaine dernière, c'était top, ça te dit pas là, non mais on fonctionne quand même vachement bien en équipe et tout, et d'avoir ce petit un peu genre Rollins qui court après Ambrose, je trouve que c'est marrant. Il pourrait peut-être, je sais pas, ça s'appellerait le chi. Le chi, voilà, le chi. Je sais pas, qu'il lui court un peu après, qu'il fasse peut-être quelques matchs tag team pour essayer de gagner sa confiance et tout. Et peut-être, qui sait, moi, c'est ce que je me disais, c'est que Ambrose, peut-être, in fine, lui rende un peu la monnaie de sa pièce et profite de faire un heel turn, parce que ça fait un petit moment qu'il est face, et je pense qu'il a fait le tour un peu de son caractère, il faut vraiment que je parle français, hein, de son personnage. Donc ouais, moi je voyais bien ça, parce que j'ai l'impression que voilà, le problème mise tourage est réglé, ils les ont battus à 2 contre 3, voilà, c'est fait. Donc voilà, un petit sorte de petite romance là des deux là qui se courraient après, ça me plairait bien. Donc à voir. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est une bonne idée, mais le fait, c'est vrai que j'y avais pas pensé au fait qu'il pourrait très bien faire une tag team. Ne serait-ce que temporairement, quoi. Ouais, temporairement. Tu vois, en mode, là, on n'a plus rien à faire. Je sais pas, genre, il faut pas le dire comme ça, hein, mais. Finalement, c'est. Voilà, ça te tente Sheamus pas, et Cesaro, c'est cette histoire-là aussi. C'est un peu ça aussi, hein. Ils sont un peu perdus en solo. Donc, mais ce serait marrant que ça vienne de Rollins, je trouve, qui veuille revenir vers son frère, là, Ambrose. L'autre il dit non mais tu fais chier Rollins, casse-toi, machin, hein. Et que au final ils reviennent, voilà, et puis après écoute, ils peuvent nous rejouer le truc à l'envers avec Ambrose. Je trouve que ce serait pas mal. Voilà. Et puis à WrestleMania 2019, on pourra enfin avoir de nouveau le Shield contre New Day, hein, s'il vous plaît.
Donc, c'est la fin, c'est le moment du dernier mot. Et oui. Le dernier mot, Giscal, c'est un top, c'est un flop et c'est une note. Et c'est une note. Allez, eh bien mon flop, je vais un peu tirer sur l'ambulance, mais je vais le donner à Emma, parce que à mon avis ça pue pour elle. Et puis j'ai trouvé que, enfin, j'avais pas trop de super flop dans l'émission. J'ai rien trouvé. Bon, il y avait des choses moyennes, mais j'ai rien trouvé de nul. Mais par contre, sa petite promo avec Kurt Angle en backstage là, quand elle dit bah, ouais, j'ai quand même tapé ton fils, je trouvais que c'était vraiment le seul moment un peu gênant de l'émission. Et puis en plus derrière elle se fait squasher. Bon bah quand on voit que même une fille comme bon, je sais pas si c'est un bon exemple, hein, mais même une fille comme Lana arrive à avoir du temps d'antenne, elle doit quand même pas faire les bonnes choses en coulisses ou je sais pas, mais il va falloir qu'elle change d'attitude, je pense, parce que ça va pas là. Et mon top, écoute, je vais le donner à un des acteurs de l'intro que j'ai trouvé, c'était le meilleur segment de la soirée. Je vais le donner à Braun Strowman parce qu'il m'a encore fait trop triper. En mode, je trouve qu'il est parfait dans son rôle. Là, quand il dit moi, je m'en fous de vous deux, je veux juste empiler des corps et tout. Et il a encore fait un festival de jetés de nains là. C'était assez incroyable. Donc je l'ai trouvé top et je suis ultra vendu pour ce main event de SummerSlam qui s'annonce. Je pense que ça va être vraiment l'apocalypse sur le ring, ça va être extraordinaire. Donc je suis très content qu'il l'ait booké ce match, on va bien se marrer. Et ma note, écoute, c'était plutôt un bon raw, donc je vais mettre 3,5. J'ai passé un bon moment, c'est toujours un peu long quoi qu'il arrive, mais il y a eu des avancées un peu partout. Je trouve qu'on se dirige dans le bon sens de manière générale. Donc, voilà. D'accord. Je pensais que tu mettrais plus, mais donc ok, 3,5. Alors, mon flop. Mon flop. Ah non, j'ai quand même le mettre à Bray Wyatt. J'en étais sûr, je savais. J'ai quand même le mettre à Bray Wyatt. C'est pas à Bray Wyatt, mais aux gens qui s'occupent de Bray Wyatt. Ouais. Mais stop. Arrêtez. C'est tout le temps la même chose en fait. Arrêtez, ouais. C'est la même à chaque fois. C'est le même discours à chaque fois. C'est les mêmes méthodes à chaque fois. C'est toujours le flash, l'arrivée dans le ring, le coup bas, la victoire pour l'autre, généralement le heel du match. Tout ça pourquoi pour qu'il ait une rivalité métaphysique qui parle du démon et qu'à la fin ils perdent. Une nouvelle fois, c'est juste. C'est pas grave, il trouvera quelqu'un d'autre embêté après. Ils ont trouvé des idées, comme je disais là, je sais plus si c'était le dernier podcast ou un des derniers podcasts. Bray Wyatt se suffit pas à lui-même. C'est pas parce qu'il est mystique que du coup on s'intéresse forcément à ses histoires. C'est pas parce que juste à un moment il dit je suis Dieu ou je suis l'entité je sais pas quoi que direct c'est bon, tout est fait. On n'a pas besoin d'écrire d'histoire. Non. Non, il y a pas d'histoire dans ces rivalités et on s'emmerde et bon, je vais pas ressortir mon refrain sur Bray Wyatt, Randy Orton, mais vous savez ce que j'en pense. On va pas rentrer là-dedans. Du coup, on va passer au top. Le top. Non, mais non, je peux pas le mettre à autre chose que du coup enfin j'allais dire le segment du début parce que j'ai pas moi pour le coup je trouve que tout le monde a été à peu près au même niveau dans ce segment. Il y a pas eu de faux pas. Ça me fait marrer que tu mettes Braun Strowman en top parce que c'est un peu mon gimmick en ce moment dans tous les Monday Night Raw où il y a Braun Strowman est mon top. Donc, du coup voilà, non mais c'était un très bon segment. Il n'y a pas eu c'était pas on va pas s'en souvenir autant que pas historique hein, c'est sûr. C'est un très bon segment. Autre chose mais voilà. Donc c'était très bon et puis
Non, le reste, il y a pas de moment dans ce Raw où j'ai pas trouvé il y avait de moments vraiment ultra marquants ou étonnants, etc. Contrairement au SmackDown de cette semaine que vous allez pouvoir Je vous suivre conseille de le regarder. Hein. quelques jours ou peut-être sûrement le lendemain ou quelques heures après l'upload de cet Très épisode. probablement. Puisque je suis aussi rapide qu'un escargot pour uploader les épisodes. Donc voilà, et ma note, c'est 3. Voilà, je suis plutôt gentil. C'est 3 parce que niveau catch, à part la première partie du show qui m'a bien fait chier, j'étais à 2 doigts de mettre le flop à Big Cass. Mais bon. Donc voilà. C'est tout pour cet épisode de Cachup. Vous pouvez nous regarder sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud. Vous pouvez nous parler sur Facebook à Twitter @ketchupcdc, Twitter, facebook.com/ketchupcdc. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur les forums des cahiers du catch. Vous pouvez nous liker, vous pouvez nous partager, vous pouvez nous commenter. On vous répondra. On aime généralement citer quelques commentaires. Attends, je vais faire un happening total. Je vais citer un des derniers commentaires pour prouver aux gens que la communauté Cachup existe. Elle est là, elle est bien vivante. D'ailleurs, on a eu des commentaires très sympas. Merci aux gens qui ont commenté sur le dernier Talking Catch. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Oui, c'est Smacking Talk. On va parler d'ailleurs dans Talking Catch de Daniel Bryan qui relance Talking Smack sur Tout. Si vous vous souvenez, il relance Tout d'ailleurs par la même occasion. Voilà, parce que Tout, c'était un réseau social que la WWE essayait de promouvoir il y a peut-être 5 ans. Je sais pas, non, peut-être il y a 3-4 ans. Et donc voilà, Daniel Bryan en pleine rébellion. Donc on parlera de ça. Si j'arrive aux commentaires au bout d'un certain temps, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Oui, non, j'allais dire ma review du bouquin NXT, je vais l'upload sous peu, hein, ça sera début août, mais je l'ai fini. Et attention, hein, la review va être brûlante, caliente, parce que pour tout vous dire, ne l'achetez pas. Ah bah non, mais si tu non, je vous ai un peu spoilé. Voilà, non, il y a des choses intéressantes, mais bon, c'est pas un indispensable. Donc voilà, les commentaires. Donc on a eu Galuf von Diffoul qui nous a dit tiens, on book Bailey plus forte, mais pourquoi, mais pour qui? Un heel turn de Sacha, mais c'est beaucoup trop bon pour la WWE. C'est beaucoup trop bon pour que la WWE nous le serve. Pauvre division, machin, cette etc. mentalité. Donc assez négatif, Galuf. Et bien sûr Camille Bourg, notre classique, qui nous a fait un commentaire de 300 lignes. Mais donc voilà, on le remercie, hein, parce qu'il a parlé d'à peu près tout le show. Et puis c'est tout. Bon allez, on va terminer avec ce Cachup outro super longue. 65, ouais, non mais tout peut se passer dans le Cachup rouge. Je remercie beaucoup Giscal d'être venu. Écoute, merci Hank de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Et c'était le dépannage express, hein. Tout le monde est un peu occupé ces derniers temps. Giscal que vous allez pouvoir retrouver dans le supplément SmackDown. Vous pouvez le retrouver aussi dans la review de Battleground. Giscal Forever, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Gros bisous. Allez, ciao tout le monde.